Bonjour à tous. On va démarrer cette troisième conférence d'EC, conférence sur l'économie circulaire. Je suis Fanny Demullier de la Fondation Veolia et j'ai le plaisir d'ouvrir donc cette conférence qui s'inscrit dans un cycle de conférences proposées depuis 3 ans maintenant ici à la recyclerie. La recyclerie qui est un lieu dont Veolia est le partenaire principal. Et on est très fiers de vous accueillir ici parce qu'on pense que ce lieu incarne vraiment les valeurs de l'économie circulaire. Donc on vous invite à le découvrir pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore dans le détail. Ce cycle de conférences est proposé par la Fondation Veolia qui a pour mission de sensibiliser le grand public à l'environnement. Là, vous voyez le réchauffement climatique, hein, vous le vivez, on vous a mis sous une serre et désolé pour la chaleur, on n'a pas trop de ventilation. La conférence va durer 1h30, on va essayer quand même de vous rafraîchir par le propos, parce que l'économie circulaire, c'est vraiment un sujet qui est au cœur des enjeux écologiques. L'enjeu, c'est de limiter les émissions de gaz à effet de serre, limiter les pollutions, mais surtout de préserver les ressources et de faire en sorte de les recycler au niveau du territoire et de créer des boucles locales, de mettre en lien l'ensemble des acteurs, et c'est un vaste sujet. C'est la 3e conférence de l'année. On a d'abord parlé de connexion en début d'année, puisque vraiment la connexion entre les acteurs, c'est la clé de l'économie circulaire pour créer ces boucles locales. On a ensuite parlé d'alimentation responsable, vaste enjeu, puisque l'alimentation, c'est un des gros secteurs émetteurs de gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, merci de votre intérêt pour cette conférence, parce qu'on va vous parler de mode de vie durable et d'économie circulaire, donc un nouveau sujet global. Quand on parle de mode de vie, on parle de production, mais on parle aussi de consommation. L'idée, c'est de montrer tous les enjeux, mais aussi les solutions, et que chacun peut agir à son niveau. Donc merci pour votre présence ce soir. Pour vous en parler, la Fondation Veolia a souhaité réunir différents experts pour donner différents points de vue sur le sujet. Et les partenaires de cette conférence, c'est entre autres l'École des Ponts, et qui est représentée par Aymeric Fortin, qui est le directeur du Master Développement durable au sein de l'École des Ponts. On a aussi l'Institut national de l'économie circulaire, et c'est Marlene Weber qui est avec nous ce soir. Donc l'Institut national d'économie circulaire, comme son nom l'indique, est vraiment dédié à ce sujet, et Marlene nous en dira 2 mots, mais vraiment c'est les politiques publiques, la réglementation, comment mettre en œuvre et en musique tous ces acteurs pour déployer le plus largement possible cette économie circulaire. On a aussi Amélie Rouvin de l'équipe développement durable de Veolia, qui est en charge de l'engagement économie circulaire. Donc vous verrez du point de vue d'un industriel comment mettre en œuvre ce sujet, et elle vous donnera des exemples. Et enfin, ces conférences d'EC, on a souhaité donner la parole à des parties prenantes, comme on dit, de l'économie circulaire différentes. Donc on a eu en début d'année la mairie de Paris, donc une collectivité qui expliquait du point de vue du territoire quels sont les enjeux, quelles sont les solutions. On a ensuite eu sur le sujet de l'alimentation une ONG, donc une association qui s'appelle Bon pour le climat, qui a expliqué aussi comment se mobiliser et déployer des solutions. Pour cette 3e conférence, on a souhaité donner la parole à une start-up, donc innovante, qui déploie sur le territoire des solutions d'économie circulaire, et c'est la start-up YoYo qui est représentée par son fondateur, Éric Bras de la Perrière. Donc merci à tous d'être avec nous ce soir. L'autre point important à noter, c'est qu'on a un parrain assez prestigieux qui est Dominique Bourg. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un philosophe. C'est aussi le vice-président de la Fondation pour la Nature et l'Homme, ex-fondation Nicolas Hulot. Et Dominique nous accompagne tout au long de ce cycle. Et là, il y a une petite vidéo. Donc, il n'est pas avec nous ce soir. Il va faire passer son message à travers une petite vidéo. Et c'est un petit peu le point de vue philosophique et un questionnement qu'il fait aux jeunes. Donc, on va l'écouter dans quelques secondes. Et il sera présent pour le dernier cycle de cette année 2018. Vous avez le programme là qui vous sert de pare-soleil pour certains. La dernière conférence, c'est en novembre. Et Dominique fera l'honneur de sa présence, puisqu'il vient de Lausanne, donc il vient un peu loin. On limite les émissions de CO2. Et il conclura le cycle en fin d'année. Dernier point à mentionner, on a souhaité que ces conférences pour les jeunes, vous êtes nombreux à être jeunes ici parmi nous ce soir, soient animées par les jeunes, et on a donné la parole à l'association Climates pour animer cette conférence. C'est Anne-Sophie Lahaye à qui je vais donner la parole dans une seconde. Vous dire que cette conférence, elle va être proposée en 2 parties. Une première partie où nos experts vont partager leurs expertises avec vous, avec une présentation très courte de 8 minutes chacun, s'ils s'y tiennent. Et ensuite, une large place laissée au débat. Donc je vous demande dès à présent de penser à vos questions, parce que le but, c'est vraiment de dialoguer, d'échanger, que vous nous posiez toutes les questions que vous avez envie de poser. On est là pour y répondre.
Et la conférence est filmée, mais je vous en dirai plus en conclusion. Donc Anne-Sophie, à toi la parole. Merci à tous. Alors bonjour à tous, déjà merci beaucoup d'être venus si nombreux. Je me présente, je m'appelle Anne-Sophie Lahaye, je suis membre de l'association Climate qui a le plaisir d'animer ces conférences avec Veolia. Pour vous présenter brièvement Climate, c'est une association internationale qui a été créée en 2011 et qui veut sensibiliser et mobiliser la jeunesse, donc les jeunes étudiants ou jeunes professionnels, aux enjeux du changement climatique. Donc Climate, c'est un think and do tank, donc un laboratoire d'idées et d'actions. Et on sensibilise et on mobilise la jeunesse par différents moyens. On a toute une partie recherche, donc on travaille sur différentes problématiques qui sont liées au changement climatique, que ce soit la protection des océans, la gestion des déchets, l'énergie, les migrations climatiques. On a une dizaine de projets comme ça. On mobilise aussi en intervenant directement dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, où là, en fait, on a élaboré des kits de simulation, où en fait, on fait revivre aux jeunes les COP pour leur expliquer quels sont les enjeux derrière les négociations climatiques, comment se déroulent des COP, et on fait participer les élèves directement, et ils incarnent des diplomates de différents pays pour bien comprendre tous les enjeux qu'il y a derrière ça. Et enfin, on a vraiment un rôle et une action de plaidoyer, où là, on se rend aux négociations climatiques tous les ans, aux COP, aux intercessions, et on veut représenter la voix de la jeunesse, parce que on trouve que on est quand même la génération qui est la plus touchée par le changement climatique, et on est la génération qui va agir demain et qui commence déjà à agir, et que c'est crucial qu'on entende la voix des jeunes. Donc voilà vraiment le rôle de Climate. On est aujourd'hui présent dans une trentaine de pays. On s'est vraiment développé depuis 2011. Et donc, nos actions se déroulent de manière globale dans tous ces pays-là. Mais cette année, on a une action spécifiquement sur le territoire français dont je voulais vous parler en 2 mots. On a lancé en fait fin avril avec d'autres ONG, notamment 3 ONG, le REFED, le WARN pour ceux qui connaissent, et une association spécialisée dans la justice climatique qui s'appelle Notre Affaire à tous. On a lancé un appel pour que les parlementaires et les sénateurs adoptent une constitution écologique. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de la réforme constitutionnelle qui a commencé à être amorcée avant l'été. Il y avait la volonté du gouvernement de mettre le climat dans la Constitution, mais ce n'était pas du tout ambitieux ni contraignant. Et nous, on s'est saisi de cette opportunité pour proposer un amendement de l'article 1 de la Constitution pour faire figurer que l'État doit garantir la protection du climat, de la biodiversité, des limites planétaires et du principe de non-régression. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans un timing qui est crucial. On a vu cet été avec la canicule, on l'a vu avec la démission de Nicolas Hulot. Et c'est vraiment, nous, on veut vraiment donner l'occasion, cette fois pas seulement aux jeunes de se mobiliser, mais vraiment à toute la société civile française. Et donc, on a lancé un appel pour ça que vous pouvez aller signer. Je vais peut-être en parler plus en détail pour ceux que ça intéresse à la fin, vous pouvez venir me voir. Mais en tout cas, si vous voulez signer, on a lancé une plateforme qui s'appelle notreconstitutionécologique.org. Et le but, c'est d'avoir le plus de signatures possible pour faire entendre notre envie d'avoir une constitution écologique. Voilà, sur ce, du coup, on va commencer à rentrer dans le cœur du sujet d'aujourd'hui qui est les modes de vie durables. Alors pour ça, je vais vous demander de participer un peu. Vous avez normalement eu sur votre siège un post-it. Donc je vais vous demander de le prendre et d'écrire sur ce post-it un mot, un seul mot ou 2 max, en gros et en majuscule. Ce qui est pour vous, qu'est-ce que ça signifie un mode de vie durable? Donc ça peut être un concept, une référence, une initiative, une idée. Qu'est-ce que pour vous, ça signifie mode de vie durable? À quoi ça fait référence? Donc, pour vous laisser le temps de réfléchir en musique, on va accueillir notre invité aujourd'hui qui s'appelle Certes Mathurin et qui, du coup, va proposer une petite intermède musicale pendant que vous remplissez vos post-it. Voilà. Ça va tout le monde, vous allez bien?
Ok. Ces fameux schémas pour que ta copine vérifie pas ce qu'il y a dans ton téléphone. C'est bon? Appuyez juste pour voir. Ok, nickel. Je ne vais pas vous embêter très longtemps. Je suis content d'être là. Dans ces conférences. C'est pas la première fois que Veolia, la fondation, m'invite. Le but, c'est de commencer en fait la conférence avec un esprit un peu poétique, avant de commencer à échanger des idées, à débattre sur le problème climatique qu'on a et sur les modes de vie écologiques. Moi, la partie écologique que j'ai depuis tout petit, je dirige une fondation en Haïti qui s'appelle Stop Fatra, qui veut dire stop aux déchets. Donc Haïti, c'est un pays qui est un peu considéré comme une benne à ordures pour toute la Caraïbe, et donc avec pas mal de personnes, on travaille dans cette fondation, et je dirige cette fondation en Haïti. Et en France, je suis humoriste et slameur, et donc j'ai certains textes qui sont à visée humoristique que j'ai écrit, d'autres sont à visée un peu plus, on va dire, écologique, avec un fond sociétal. Et aujourd'hui, avant de commencer la conférence, c'est de ça que je vais vous parler. Tac, si ce pied veut bien. Je vais vous faire 2 textes. Faut savoir qu'à la base, j'ai fait une école de commerce, une grande école de commerce. J'ai travaillé en marketing et j'ai voulu tout arrêter pour faire des blagues. Ma mère, elle n'a pas trop compris que j'ai emprunté 40 000 € pour finir par faire ça. Et donc, elle m'a demandé, ok. Elle m'a mis au défi, elle m'a dit, mon fils, si jamais tu veux faire de la scène, fais-le. Et t'as intérêt à m'expliquer pourquoi. Donc, le premier texte que j'ai écrit, c'était pour expliquer à ma mère pourquoi je suis sur scène. Et ce texte s'appelle Amour. C'est l'amour que j'ai pour la scène et pour les gens qui sont en face de moi. En fait, maman, j'écris des textes depuis petit pour donner de l'émotion. Et je continuerai jusqu'au bout car c'est ma seule et unique résolution. J'ai compris que c'était le but de mon passage sur Terre quand j'ai vu que l'amour était devenu un mystère. Je ressens de l'amour pour chaque être de ce monde, comme si on était tous connectés depuis notre première seconde. Si ça paraît utopique, c'est qu'on n'a pas essayé. On est sur Terre pour s'aimer, pas pour s'exterminer. J'ai vu des enfants sourire sans même savoir pourquoi. J'ai vu des adultes trahir juste pour devenir rois. J'ai vu des pop stars mourir, tomber en dépression. J'ai vu des peuples se haïr sans se rappeler de la raison. Je connais pas mon passé et j'ai oublié mon futur. Je fais en sorte que mon présent honore ma destinée. Je viens d'un pays où je vois la misère tous les jours. J'espère que le chronomètre de l'espoir a commencé son compte à rebours. Parfois, je fais du stand-up, parfois j'écris des chansons. On me demande de choisir, je comprends même pas la question. Quand j'étais petit, on me disait « Fils, tu sais, la vie n'est pas compliquée. C'est nous, les humains, qui nous la compliquons. » Je balance ce texte sans pression parce qu'il vient de mon cœur. Sur Terre pour kiffer et trouver mon âme sœur. J'ai un fait pour les blondes, mais j'aime aussi les brunes. J'avoue que je suis romantique, j'aime écrire sous la lune. Rien à faire de la thune, j'ai grandi sans oseille. Tout ce qui compte au fond de moi, c'est que ma mère trouve sommeil. Forcément, j'ai grandi, donc forcément, j'ai moins de potes. Mais les vrais sont restés, ils sont mes antidotes. Public, je vous souhaite à tous un carpe diem, mashallah, namasté et autres messages positifs. Cette vie est belle, insensée, mais qu'est-ce qu'elle est jouissive. Ce qui m'attend demain, j'en ai aucune idée. Et c'est tellement incertain que je préfère pas y penser. Bienvenue dans mon monde qui peut sembler bordélique. Certains diront qu'il est triste, d'autres qu'il est artistique. Avant de partir, je vais vous donner mon secret pour être toujours heureux. Je prends les gens comme ils sont, parce que je suis pas mieux qu'eux. Merci à toutes et à tous. Je disais, j'aime beaucoup écrire sous la lune, comme je dis dans mon texte. Et un jour, je voyais le nombre de plastiques qu'il y a dans l'océan, le nombre de déchets d'animaux morts. Et j'en ai écrit une chanson. En fait, j'ai écrit une lettre, j'étais tout seul, et je l'ai écrit à la terre, pour s'excuser un petit peu. Je vais juste la remettre du début. Ce texte, il est pour toi, Madame la Terre. Je m'excuse au nom de tous mes frères, car on ne te respecte pas, Madame la Terre, ni ta grandeur, ni tes mystères. Pourtant, on est conscient, Madame la Terre, que nos actions sont suicidaires. Et nous sommes comme ça, Madame la Terre, et ça depuis des millénaires. Pourtant, ce monde est tien, Madame la Terre, et nous ne sommes que des locataires, des actionnaires de ta matière dont tu restes la propriétaire.
J'avoue, j'ai un peu peur, Madame la Terre, qu'un jour ne se réveille ta colère. Car quelque part, Madame la Terre, on est un peu tes adversaires. Et je te connais, Madame la Terre. Jamais tu ne te mettras en guerre contre des enfants dont tu restes fier. Le pire, c'est qu'on le sait, Madame la Terre. Et je crois que nous sommes bipolaires. Et dans notre dilemme pour l'univers, on a choisi le billet vert. Et ne t'inquiète pas, Madame la Terre. Il reste des révolutionnaires. Des protecteurs de ta biosphère, prêts à se battre comme contre Gulliver. Et on se rappellera, Madame la Terre, qu'en fait, t'es notre mère. Au fond, tu as déjà gagné, Madame la Terre. Car que nous soyons nomades ou sédentaires, ouvriers ou notaires, peureux ou téméraires, tu nous retrouveras tous, Madame la Terre, quand on redeviendra poussière. Tu nous retrouveras tous, Madame la Terre, quand on redeviendra poussière. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite à toutes une très belle conférence et j'espère qu'on trouvera des solutions cool pour sauver notre maman. Merci à tous, c'était certes. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a inspiré et que ça vous a donné des idées pour évoquer ensemble comment on peut changer les choses et ça passe par le biais d'un mode de vie durable. Du coup, pendant qu'on récolte vos post-it, on va passer à une petite vidéo de Dominique Bourg, qui est le vice-président de la Fondation pour la Nature et l'Homme, et qui commence à expliquer pourquoi c'est important un mode de vie. Enfin, qu'est-ce qu'un mode de vie durable et pourquoi c'est important qu'on se pose cette question. Bonjour à toutes et bonjour à tous pour cette 3e conférence à l'intérieur du cycle sur l'économie circulaire. Et là, on va aborder un thème qui est vraiment extrêmement important, c'est celui des modes de vie. En fait, généralement, on a tendance à dire aux gens, faites comme avant, ne vous inquiétez pas, grâce aux techniques, vous allez être sauvés, on va tout faire à votre place. Alors ça, on sait, ça ne marche pas. D'ailleurs, les techniques elles-mêmes, on ne peut pas les distinguer de l'enchâssement avec des modes de vie. C'est la relation entre les deux qui fait qu'on va atteindre une certaine efficacité. Donc, c'est vraiment un sujet clé. Et ce qui vous est à nouveau demandé, eh bien, c'est là aussi de faire fonctionner votre imagination, votre intelligence, pour essayer de débrouiller cette question qui est assez difficile. Et déjà, interrogez-vous sur qu'est-ce qu'un mode de vie. On va accueillir notre premier intervenant. Maintenant qu'on a posé la question de qu'est-ce qu'un mode de vie durable et qu'est-ce qu'un mode de vie tout court et comment un mode de vie peut être durable, le premier intervenant, c'est Émeric Fortin, qui est responsable du master développement durable à l'école des Ponts et qui va commencer à lancer la discussion de qu'est-ce qu'un mode de vie durable et quels sont les enjeux autour de ça. Merci, bonsoir à tous. Alors d'abord, je ne suis pas responsable d'un master développement durable parce que ça n'aurait pas de sens, mais transport et développement durable, ce qui est une façon d'appréhender les enjeux de la mobilité justement par le prisme du développement durable. Alors on m'a demandé effectivement de vous faire cette introduction un peu générale sur mode de vie et économie circulaire. Je voulais repartir de ce constat que vous connaissez peut-être si vous êtes déjà venu, mais que vous ne connaissez pas si ce n'est pas le cas, qui est en fait les réserves de ressources minières qui nous restent en années exprimées au taux d'extraction de 2015. Et en gros, je vais prendre un exemple très simple. Il s'emballe. Hop. Non. Alors.
voilà, je prends un exemple très simple, c'est celui de l'indium. L'indium, on en a dans nos écrans plats, de téléphones portables, de télévision, d'ordinateurs. Il nous reste 16 ans d'indium. Donc si d'ici 16 ans, on n'a pas trouvé soit un matériau alternatif, si jamais le progrès technique apporte de nouveau une solution qui nous permet de ne pas remettre en cause nos façons de faire, si on n'a pas trouvé une solution de recyclage, de récupération de nos téléphones portables, et je suis certain que parmi vous, il y en a beaucoup qui ont des téléphones portables dans des tiroirs, dans des purgatiroirs, c'est-à-dire des téléphones qui ne sont pas vraiment morts, mais qui ne sont plus vraiment vivants, mais qui ne sont pas recyclés. Et qui donc ne permettent pas de récupérer de la matière pour en faire des nouveaux. Eh bien, si on ne remet pas ces petits éléments en cause, si on ne travaille pas à ça, on va rencontrer des vrais problèmes de manière très proche. De la même manière, sur les émissions de gaz à effet de serre, voilà un petit peu les scénarios possibles si on ne change rien. Et voilà où est-ce qu'on doit être si on veut respecter les accords de Paris. C'est-à-dire que globalement, si on veut effectivement rester sous la barre des 2 degrés, non seulement il faut effectivement qu'on amorce une décroissance de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est certain, mais il faut qu'en 2070, c'est-à-dire après-demain, on soit à 0. Pas à 2, 3, 5 tonnes par tête, on soit à 0. À 0, ça veut dire que quand on se déplace, on n'émet rien. Quand on mange, on n'émet rien. Quand on se chauffe, on n'émet rien. Donc bien sûr que le progrès technique va nous aider en partie à atteindre ça. Mais il est évident, comme le disait Dominique Bourg, comme l'a dit Nicolas Hulot il y a une semaine, qu'on est dans des choses qui sont plus systémiques que ça. Et que si on ne touche pas à nos façons de faire, à nos façons d'être, à ce qui correspond pour nous à ce dont on a envie, en tout cas ce dont on croit avoir envie, on n'atteindra pas ces objectifs-là. Et donc on va taper à la fois dans des problèmes d'accès aux matières qui vont être extrêmement prégnants, et puis dans des problèmes d'impact sur l'environnement. Ici, je parle de gaz à effet de serre, mais il y a évidemment les impacts en termes de biodiversité, en termes de raréfication de l'eau potable, etc. Alors, vous allez me dire, je vais passer un peu rapidement là-dessus, mais on fait déjà des choses, on trie nos déchets. Oui, on trie nos déchets. Mais regardez ce qu'elle fait, la France. La France, sur les 345 millions de tonnes de déchets qu'elle émet tous les ans, elle en recycle 10%. Aujourd'hui, les matières recyclées représentent 4% des matières qu'on utilise dans les processus industriels en France. Donc, on est très, très loin du compte. C'est évident qu'on ne pourra pas atteindre les objectifs qu'on se fixe en termes de sobriété si on ne change pas nos manières de faire. Et d'ailleurs, aucun scénario qui vise à l'atteinte des objectifs de la COP 21, aucun scénario qui vise à l'atteinte d'une certaine sobriété matière ne le fait qu'avec du progrès technique. Ça n'est pas possible. Donc il faut changer nos modes de vie. Alors changer nos modes de vie, évidemment, c'est à chacun de le faire en conscience et de le faire en sachant les impacts qu'il génère sur l'environnement et en sachant qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous consomme à peu près l'équivalent de 2 terres. Donc ça va bien parce qu'on a la chance que d'autres personnes sur Terre ne fassent pas la même chose. Ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Et donc soit on reste effectivement en disant tant pis pour eux, tant mieux pour nous, soit on se dit il y a peut-être des choses que je peux changer dans mes façons de faire. J'en ai listé quelques-unes ici. La première chose, c'est évidemment de travailler sur nos déplacements, en commençant par les déplacements subis. Il y a un certain nombre de déplacements qu'on ne fait pas par plaisir, qu'on fait par contrainte. Et ça nécessite de travailler à la mixité fonctionnelle des villes, de réfléchir aux formes d'organisation du travail, etc., pour réduire les déplacements qu'on subit. Mais ça veut dire aussi très clairement que l'aviation low cost n'a pas d'avenir. Voilà. Un aller-retour Paris-New York, c'est les émissions annuelles d'un Chinois. Et si vous faites ça tous les ans, vous ne serez pas à 0 en 2070.
Donc forcément, il faudra réduire nos déplacements en avion. Ça ne veut pas dire qu'on va revenir à l'âge de pierre, ça veut dire qu'on va revenir à ce qui est absolument nécessaire à la satisfaction de nos vrais désirs et non pas des faux désirs. Il va falloir qu'on modifie nos comportements alimentaires. On ne pourra pas continuer à manger autant de viande, et notamment de viande rouge, que ce qu'on mange aujourd'hui. Donc, c'est des choses qu'il faut travailler. Alors, en termes d'économie circulaire, eh ben, il va falloir effectivement qu'on réduise, on augmente notre efficacité matière. C'est l'enjeu premier de l'économie circulaire. Et pour ce faire, il va effectivement falloir qu'on adopte un des outils fondamentaux de l'économie circulaire, c'est l'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire de quoi j'ai vraiment besoin. Est-ce que j'ai besoin d'une voiture, d'une tonne de matière première qui est immobilisée 96% du temps? Ou est-ce que j'ai besoin de me déplacer? Si j'ai besoin de me déplacer, je ne suis peut-être pas obligé d'être propriétaire d'une tonne de matière. Je peux peut-être simplement louer la tonne de matière pendant l'heure quotidienne où j'en ai besoin, de manière à ce que cette tonne de matière soit utilisée beaucoup plus efficacement. Donc, changer nos modes de vie, c'est aussi réfléchir à la façon dont on pourrait satisfaire autrement nos besoins, et puis bien évidemment, réfléchir aussi à quels sont nos véritables besoins. Le risque dans ce genre de conférence, c'est évidemment de faire un catéchisme de ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et ce qui est un mode durable, ce qui n'est pas un mode durable. C'est évidemment pas ce à quoi j'aspire, mais le message que je veux porter, c'est que le même message que porteraient Dominique Bourg, Pierre Rabhi, etc., il existe des sobriétés heureuses. Changer nos modes de vie, c'est pas forcément régresser. C'est même pas forcément décroître au vrai sens du terme. C'est-à-dire que c'est pas forcément une croissance matérielle, mais c'est une croissance immatérielle qui nous est accessible. Voilà, je voulais faire cette introduction un peu générale avant de passer la parole à Amélie Rouvin, qui va vous présenter des choses beaucoup plus concrètes, mais pas si éloignées dans l'esprit. Alors on a quelques minutes pour vous parler économie circulaire, qui est un sujet extrêmement vaste. Donc surtout, soyez pas frustrés. Si vous avez des questions, gardez-les dans un coin de votre tête. On a un moment après d'échange et de débat. Et si vous avez des remarques que vous voulez partager avec la salle, surtout, n'hésitez pas. Pour compléter ce que vient de dire Émeric, l'économie circulaire, ce n'est pas seulement un sujet environnemental, ça répond également à des enjeux sociétaux. Pourquoi la situation est si problématique aujourd'hui? Il y a deux causes principales. La première, c'est la démographie mondiale. On sera 9 milliards d'habitants avant 2050 sur Terre. Ça veut dire autant de besoins en énergie, en eau, en nourriture, pour se chauffer, pour se loger, pour se nourrir, pour se déplacer, pour ses loisirs. Autant de besoins en surface agricole. Je vous ai mis ici quelques chiffres à titre d'illustration pour vous montrer l'enjeu. Donc il y a un vrai changement de paradigme qui est nécessaire, et c'est ce que propose l'économie circulaire, qu'on réduit souvent au recyclage. Évidemment, on va en parler, mais il faut bien avoir en tête que l'économie circulaire, c'est bien plus vaste que le recyclage. Émeric a déjà mentionné l'économie de la fonctionnalité, mais avant le recyclage, il y a toutes les activités de réemploi, de réparation, de réutilisation, qui permettent à la fois de créer des emplois, de tisser du lien social et de conserver la valeur dans les produits qui sont mis sur le marché. Également, l'écologie industrielle et territoriale, ça fait partie de l'économie circulaire. C'est une organisation au sein d'un territoire des différents acteurs pour mutualiser ou échanger les flux de matière et d'énergie au sein de ce territoire. Et vous l'avez noté, la sobriété, c'est vraiment ça le but ultime de l'économie circulaire, c'est de maximiser l'usage des ressources naturelles, donc de réduire leur consommation par tous ces moyens de l'économie circulaire. On avait présenté à une précédente conférence ici un exemple d'écologie industrielle et territoriale où on sait capter le CO2 en sortie de cheminée sur un site et le valoriser auprès des industries voisines sur la zone portuaire du Havre qui l'utilisent comme ressource première pour leur process de production. Donc à partir d'une pollution, on en fait une ressource pour les autres.
L'éco-conception et l'extraction, je vais vous en parler dans la partie solution. Ici, je voudrais vous montrer ce schéma du cycle de vie d'un produit, puisque qui dit matière dit produit, pour vous montrer en fait le rôle clé de chacun des acteurs. Non seulement le fabricant, les entreprises qui émettent sur le marché des produits, mais évidemment à toutes les phases de transport, de distribution, nous en tant que consommateurs également. Tout le monde a un rôle à jouer et c'est surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est l'interconnexion, l'interrelation qu'il y a entre tous ces acteurs. Si par exemple un fabricant, après des années de recherche et développement, arrive à mettre sur le marché un produit qui est plus efficient d'un point de vue énergétique, mais que nous, en tant que consommateurs, on va laisser notre télé ou notre ordinateur allumé en veille pendant les vacances, le week-end, ça annule le bénéfice que l'émetteur a mis sur le marché. Donc, pour montrer que les impacts sont reliés et que c'est vraiment toute une chaîne et chaque maillon de la chaîne est important. L'État, évidemment, les collectivités locales. L'État, on va le voir à travers la réglementation, les incentives financiers qui permettent de pouvoir déployer à grande échelle les solutions qui peuvent émerger au niveau local. Tout l'enjeu, c'est de basculer à grande échelle pour pouvoir faire la transformation du modèle économique. Pour parler solutions, je voudrais vous présenter 2 exemples parmi d'autres. Le premier sur l'enjeu du plastique, puisque Yo-Yo va en parler, et c'est un enjeu qui monte énormément dans les sujets d'actualité, et pour cause, la consommation est exponentielle et va continuer à l'être encore pour des décennies. Sur le plastique, on imagine que c'est recyclé pour un usage équivalent. Or, dans la majorité des cas, le plastique est ce qu'on appelle downcyclé. Ça veut dire qu'il est recyclé en fibres polaires, textiles ou en isolant. Ça veut dire qu'il perd de la valeur par rapport à son produit initial. Ce qui est assez rare encore, et ça on ne le sait peut-être pas forcément, c'est que ici l'exemple de bottle to bottle, on recycle des bouteilles plastiques en nouvelles bouteilles plastiques, et bien en fait c'est encore assez rare. Il y a encore assez peu de parts de plastique recyclé dans nos bouteilles plastiques. Pourquoi ? Parce que ça nécessite des enjeux technologiques et économiques. Ici, c'est un site en Allemagne qui valorise 1 milliard de bouteilles par an. Et je me suis rendue sur ce site, et ce qui est impressionnant, en fait, c'est qu'on n'est plus du tout dans le monde du déchet. Il n'y a pas une pastille de plastique qui traîne par terre. Tout est net, nickel. On a l'impression d'être en salle blanche. En fait, on est passé du monde du déchet, du recyclage, au monde de ce qu'on appelle fournisseur de matières premières secondaires. On fournit à partir de déchets des nouvelles matières pour fabriquer les produits. Ce qui, au passage, évite des émissions de gaz à effet de serre, dues notamment pour le plastique à la phase d'extraction des matières premières dans le sous-sol, ce qui est la phase la plus émettrice de gaz à effet de serre dans le cycle de vie du produit. Et le deuxième exemple, c'est un exemple d'éco-conception avec Castorama. On a monté un partenariat en France pour valoriser les déchets de bois de magasins Castorama. Et après 1 an de travail avec les équipes de Veolia et de Castorama, ce produit qui s'appelle Infinite est sorti et commercialisé sur un magasin. C'est un plan de travail de cuisine recyclable et recyclé. 35% de bois, de déchets de bois des magasins et 65% de plastique recyclé. Ça a nécessité quand même 1 an de travail pour s'assurer que les conditions, les exigences en fait, de qualité et technique étaient équivalentes aux produits issus de matières vierges. Et ça, c'est vraiment l'enjeu. Et l'autre enjeu, c'est un coût acceptable. Il ne faut pas que ce soit plus cher que la proposition qu'il y a aujourd'hui dans les magasins. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu et s'assurer qu'on ait un flux suffisamment constant, régulier, pérenne pour fournir ce nouveau matériau. En l'occurrence, il a été éco-conçu avec dans sa structure un creux qui permet d'alléger de 40% le poids du produit. Ça le rend plus maniable, plus facile à transporter et donc des gains en émissions de gaz à effet de serre. Et en l'occurrence, Castorama a allongé la durée de vie de ce produit à 15 ans, alors que la moyenne des produits équivalents était de 5 ans. Voilà, je ne vais pas vous parler de tarification incitative parce que je crois qu'on en parle juste après. Donc je pourrais en fait vous mentionner énormément d'exemples d'économie circulaire
Rien que chez Veolia, on a une quinzaine d'activités qui y contribuent, et pas que dans le recyclage des déchets, également dans l'eau et dans l'énergie. Mais on va garder ça pour peut-être la partie questions-réponses tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Alors du coup, on va accueillir maintenant Éric Braque de La Perrière qui, en parlant de plastique, a développé une solution au sein de sa start-up Yoyo. Il va vous expliquer. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici avec vous. Est-ce que je peux vous emprunter votre chaise une seconde? Voilà. Alors, je voudrais juste vous donner un exemple. Depuis 6 mois, chacun d'entre nous dans cette salle a consommé en moyenne un certain nombre de bouteilles. Et en fait, ça donne ça. En France. 10%. Ça veut dire que, finalement, tout le sujet de l'écologie circulaire est un sujet majeur, formidable, intéressant, parce qu'effectivement, on va vers le non-impact. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit tout à l'heure. Arriver en 2070 au non-impact, moi j'y crois beaucoup. Mais pour l'instant, on est quand même très loin. C'est pour ça que Yoyo, j'ai créé Yoyo pour essayer de faire en sorte de changer la donne. Alors, j'appuie sur quoi? Sur ça? La flèche du bas. D'accord. On a décidé d'oser récompenser les habitants qui trient plus et mieux à 100% leur plastique. Oser récompenser. Pour ne pas attendre que tout ça continue à être diffusé, à polluer et surtout à être caché. Parce que le sujet du plastique, c'est qu'il est caché. La mer ne parle pas, les forêts ne parlent pas, les chemins ne parlent pas. Les petits déchets plastiques quasiment invisibles, forcément, on ne les voit pas. Donc, si on veut arriver à changer la donne, soit on décide de moraliser en disant « oui, bon, il faut recycler », mais on n'y arrive pas. Le taux de progression de la collecte est de 2%. On est super content quand on est à 3% par an. Et en fait, si on veut respecter les objectifs réglementaires européens, nationaux, les déclarations politiques en tout genre, il faut qu'on arrive à 20-30% de points supérieurs. Donc il y a deux moyens. Le bâton, on a parlé de la redevance incitative, et c'est quelque chose d'intéressant. Et nous, chez Yoyo, on a décidé d'aller sur la carotte. On a décidé de récompenser si on trie plus, c'est mieux. Donc comment ça fonctionne? Tout d'abord, le pourquoi. C'est ce qu'on vient de dire. Des millions de tonnes, chacun y va de ses millions. En tout cas, on sait que c'est très important. Et ce, partout dans le monde. Il y a très peu de pays, l'Allemagne, la Suisse, quelques-uns, font mieux que la France. Mais il y a aussi beaucoup de pays, malheureusement, qui font beaucoup moins bien que la France. Chez Yoyo, la récompense nous permet de doubler le taux de recyclage en 1 an, de le tripler en 2 ans. Et donc, comment ça marche? D'abord, on ose récompenser le geste de tri des habitants. Donc, il y a une plateforme digitale. Vous allez sur yoyofrance.com, dans la boutique, et vous allez avoir toute une série de partenaires qui vous donnent des récompenses. Place de cinéma, transport, mur d'escalade, musée, même formation, toute une série de récompenses qui vont faire en sorte que les gens qui trient plus ont quelque chose pour eux et on va en parler. Donc, Yoyo s'installe dans un quartier, dans une ville, qui passe un contrat avec nous. On recrute des têtes de réseau, gardiens, gardiennes, hommes au foyer, femmes au foyer, commerçants, entreprises, associations, centres sociaux, MJC, salles de sport, la recyclerie, j'espère. Tous deviennent coachs, on les forme, ils donnent des sacs comme ceux-là à leurs consommateurs. Ce sac, vous avez vu, il a un numéro. Les gens repartent avec ce sac, ils mettent dedans un déchet. Et j'y tiens absolument. Chez Yoyo, c'est un déchet par sac. On aura plusieurs sacs de différentes couleurs, mais c'est un déchet. Pourquoi? Parce que quand vous mettez ces bouteilles dans ce sac, ensuite, il n'y a pas besoin de centre de tri. Ça va directement au centre de recyclage pour être recyclé en circuit court.
Et c'est important ça, parce qu'en fait, le tri sélectif, en France, c'est quand même un paradoxe. En fait, on mélange dans le bac de recyclage. Et ensuite, il faut une usine pour démélanger. Et cette usine-là, et après, eh ben, il faut l'entretenir, il faut investir. Et donc, il y a toute une partie des habitants qui peuvent faire ça, mais il y en a d'autres qui veulent aller un peu plus loin, qui veulent se dire, bah, tiens, je trie à la source. Donc, on est, nous, une solution complémentaire du bac de tri. C'est-à-dire qu'on va agir avec les collectivités. Donc, on ose récompenser, d'une manière importante, chaque habitant qui fait du tri. La deuxième chose, c'est qu'on essaye de travailler constamment en partenariat avec les villes, parce que les villes font un travail absolument formidable. Et aujourd'hui, tous ces plastiques que vous voyez, s'ils ne sont pas mis dans le bac de recyclage, ils rentrent dans les ordures ménagères. Heureusement, ils ne vont pas tous dans la nature. Donc, ils vont en incinération ou en décharge. Et certains, bien sûr, vont aussi dans la nature. Donc nous, puisqu'on récupère les déchets à la source, les collectivités n'ont pas à payer ces dépenses d'ordures ménagères, il y a moins d'argent public qui est dépensé. Enfin, on recycle en circuit court. Pour donner un peu de confiance à l'habitant, il faut lui dire c'est recyclé là. Si on lui dit c'est recyclé en Inde, en Chine, etc., il perd confiance. D'ailleurs, il y a beaucoup d'habitants qui, d'ailleurs, en faisant une erreur, pensent que tout est remélangé. En fait, c'est faux. Mais si on veut que ce soit vrai, il faut dire où c'est fait. Donc c'est pour ça que dans les sacs yo-yo, il y a un numéro. C'est qu'on trace à chaque fois, bien sûr, tout le parcours de la matière. Et enfin, nous souhaitons aussi travailler avec le monde des entreprises qui a aussi peu de taux de recyclage. La recyclerie n'emploie très peu de plastique, mais il y a des fast-foods, des kebabs, la restauration rapide, etc., qui emploient beaucoup de plastique. Et en fait, ils mettent tout aux ordures ménagères. Donc on a des contrats avec les entreprises où on leur prend les plastiques. Ils réduisent bien sûr leur forfait, leur coût d'ordures ménagères, et nous, on leur donne aussi des certificats de recyclage pour qu'ils prouvent qu'ils sont sans impact. Nous avons déjà en France des hôtels et des restaurants, 0 impact plastique. Alors, on nous dit, oui, mais Yo-Yo, Eric, tu fais pas de tonnes. Il n'y a pas de volume. C'est normal, on n'est que dans 5 villes. Mais regardez la progression de nos communautés quand elles commencent à tirer. Cette courbe-là, il faut la comparer avec celle-là. Ça, c'est la progression du recyclage en France aujourd'hui, du bac de recyclage. D'accord ? Et c'est la faute à personne, mais c'est un constat. Donc, soit on attend que ça passe, et puis ça va progresser comme ça, et là, on n'est plus là, d'accord ? Ou bien on se dit, on fait quelque chose. Donc, la solution, on a parlé du bâton tout à l'heure, je pense que c'est peut-être une solution dans certains cas. La solution aussi, c'est de donner envie aux gens, de leur donner une traçabilité, de leur donner d'une certaine manière un retour. Et c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que toutes les récompenses qu'on donne, elles sont gratuites pour nous. Alors, beaucoup d'entreprises veulent donner des récompenses. Ici, c'est un encadreur qui va donner un encadrement gratuit. Là, ça va être une entreprise de location de voitures électriques qui va nous donner des week-ends gratuits, etc., etc. Et vous voyez le taux de progression. Ici, c'est un quartier qui s'appelle la Duchère à Lyon. Je ne sais pas si vous connaissez la Duchère à Lyon. La Duchère, c'est un super quartier. C'était, il y a 15 ans, un peu les quartiers d'or de Marseille à Lyon. D'accord ? Et ils ont énormément investi pour arriver, notamment l'ANRU, pour arriver à changer la donne. Là, vous ne voyez pas très bien, mais c'est notre réseau de collecte. On est dans les familles qui trient, dans les logements et chez les professionnels qui trient avec Yo-Yo, à 90% de recyclage en 1 an et demi. Et on m'a dit, moi, à la Duchère, ça ne marchera jamais, car nos bacs sont vides. Eh bien non, à partir du moment où vous y allez en étant très pédagogique et en étant dans un rapport donnant-donnant, vous avez immédiatement un changement. Et ce schéma est le schéma de la Duchère. Donc rien n'est impossible. C'est bien sûr difficile, mais rien n'est impossible. Enfin, pour conclure, le tri sélectif à la mode communauté, via l'humain, et pas via toujours des solutions techniques hyper pesantes, hyper chères, ben ça change la donne dans un quartier. Pourquoi ? Parce que venez, moi je vous donnerai mon mail, mais venez visiter à Lyon, venez visiter à Bordeaux, venez visiter dans le quartier le plus pauvre d'Europe, à Marseille, dans le 3e. Venez à Mulhouse, vous verrez que des gros cœurs de gens qui sont contents de le faire. Et ça développe l'estime de soi. Et c'est pour ça que je mets ici des photos de gens qui font ce petit geste et qui finalement après se disent, ben, finalement, j'ai des récompenses, mais tout ça est ouvert, tout ça est positif, tout ça n'est pas moral, tout ça n'est pas chiffre, tout ça n'est pas 1 million d'euros. C'est juste un moment de se dire, allez, j'agis. Et pour moi, l'économie circulaire, c'est d'être dans l'action.
Je suis dans l'action quand je consomme, ça me fait envie de consommer. Je suis dans l'action quand je trie, ça me fait envie de trier. Et voilà pourquoi j'appelle ça un moment fantastique. C'est d'être dans cette économie qui nous rabiboche avec le déchet et qui fait en sorte qu'il y ait de l'envie à tous les moments de la consommation. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, on va accueillir la dernière intervenante, qui est Marlene Weber, qui est chargée de mission à l'Institut national de l'économie circulaire. On a parlé de l'initiative d'entreprises, de start-up comme YoYo. Maintenant, on va parler du poids de la réglementation et d'un sujet qui nous tient très à cœur chez Climate, qui est l'éducation. Bonjour à tous, donc moi c'est Marlene Weber, je représente l'Institut national de l'économie circulaire où je suis chargée de mission affaires juridiques. Je pourrais vous parler de l'Institut un peu plus tard pendant les questions pour ne pas perdre de temps là-dessus. Pierre Mendès France disait gouverner c'est choisir. Édouard Philippe, notre Premier ministre, détourne un peu les propos de Pierre Mendès France en disant consommer c'est choisir et c'est gouverner un peu aussi. Donc consommer c'est gouverner. C'est pour ça que je vais vous parler du cadre politique et légal de la consommation et de la production durable liée à l'économie circulaire en France et à l'international. Donc, ce cadre politique et légal, globalement, il se compose de 3 leviers d'influence, la réglementation, l'incitation et la sensibilisation. Donc, je vais vous présenter de cette manière-là. À titre préliminaire, voici le cadre légal au niveau tout d'abord international. On a un objectif de développement durable numéro 12 qui est la consommation et la production durable. Parmi les 17 objectifs qu'ont signé les 193 États, donc tous les États se sont engagés à s'efforcer de poursuivre ces objectifs, notamment réduire de moitié leurs déchets alimentaires d'ici 2030. Au niveau européen, on a principalement le paquet européen économie circulaire qui a été publié en mars dernier et qui modifie 4 directives européennes. Et on ne sait pas forcément, mais ces 4 directives ont énormément d'influence en France sur notre réglementation et sur les évolutions qu'on va connaître ou qu'on connaît déjà aujourd'hui. Ensuite, au niveau national, on a beaucoup de lois, comme la loi de transition énergétique qui a tout un chapitre sur l'économie circulaire, mais encore la loi biodiversité, et plus récemment la feuille de route économie circulaire, qui est toute récente, depuis ce printemps dernier, et qui apparaît à l'issue d'un long processus d'élaboration qui a inclus énormément d'acteurs, dont l'Institut, qui a activement participé à cette démarche. Et ensuite, au niveau territorial, on a évidemment des plans d'action, des schémas, comme le plan économie circulaire de la ville de Paris. Donc, premier levier d'action, agir par la réglementation. Alors, je ne sais pas si ces images vous parlent, mais c'est tous les produits qui sont en voie d'interdiction ou qui sont déjà interdits. Vous avez les dates d'interdiction. Ici, c'est les billes plastiques dans les gommages pour les soins de beauté qui sont déjà interdits parce qu'ils n'étaient pas du tout filtrés par les centrales de traitement des eaux usées et se retrouvent directement dans les océans et ça fait des déchets absolument incroyables et ça se retrouve dans le ventre des poissons. Et les cotons-tiges, on ne le sait pas forcément, mais les cotons-tiges avec la tige en plastique sont interdits. Et les sacs jetables et la vaisselle jetable sont à peu près connus. Quid des pailles en plastique qui ont été le projet de Nicolas Hulot d'interdiction et qui est maintenant parti. On espère que le dossier sera repris par son successeur. Ça, c'est un problème que certains d'entre vous connaissent. C'est les collants qui filent, mais aussi plus largement l'obsolescence programmée. C'est l'ensemble des techniques utilisées par les industriels pour réduire délibérément la durée de vie de leurs produits, pour en augmenter le taux de remplacement, pour qu'on en achète plus. Donc un collant, ça se met 6 à 10 fois en moyenne. C'est un délit depuis 2014. Malheureusement, il n'y a encore eu aucune sanction. On a en ce moment des plaintes qui ont été déposées contre un fabricant connu de téléphones, des fabricants d'imprimantes ou encore de collants. Deuxième volet, le levier de l'incitation. Incitation, c'est globalement la récompense des acteurs qui ont des externalités positives sur l'environnement, mais également la sanction des acteurs qui auraient des externalités négatives. Donc la feuille de route
notamment, incite beaucoup, privilégie ce levier de l'incitation, parfois au détriment, entre guillemets, de la réglementation, avec la tarification incitative notamment. Aujourd'hui, vous payez une taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Elle est indexée sur la valeur cadastrale de votre bien, mais pas du tout sur le volume des déchets que vous produisez. Et dans certaines communes, comme la commune de Besançon, cette taxe est indexée au poids de vos déchets, ce qui a fait qu'on a réduit considérablement les déchets de cette commune, 70 kg par an par habitant. Chaque habitant fait 200 € d'économie par an, ce qui est assez incroyable. Et donc la feuille de route souhaite déployer cette mesure à l'échelle nationale. On a également le gouvernement qui a introduit l'idée de faire un bonus-malus sur les plastiques qui va jusqu'à 10% du prix des produits. C'est-à-dire que si vous achetez une bouteille recyclée, elle sera 10% moins chère qu'une bouteille en plastique vierge. Donc ça, c'est le levier de l'incitation avec quelques exemples. Dernier volet très important, la sensibilisation. Mais par là, on entend aussi l'information, la communication et l'éducation. Avec l'affichage environnemental des produits. Tout ça, c'est dans la feuille de route de l'économie circulaire. Aujourd'hui, on n'est pas obligé d'afficher sur les produits la disponibilité des pièces détachées. Quand vous achetez un téléphone, par exemple, ou une imprimante, ce serait obligatoire avec cette feuille de route dans les prochains mois. On a également des informations sur la réparabilité des produits qui rentrent un petit peu dans ce thème. L'Institut est content d'avoir promu l'éducation à l'économie circulaire dès le primaire, qui a été une des mesures retenues dans cette feuille de route, mais aussi l'alimentation durable, éduquer les enfants au compost, 2 minutes, très bien, et la communication dans le grand public. Donc voilà, ces 3 leviers d'action, ces 3 leviers d'influence qui sont à votre disposition, à disposition de tous, et vous pouvez vous en servir et influer sur ces 3 leviers. Vous pouvez influer sur la réglementation, par exemple par le biais de pétitions. Ça a été le cas pour les pailles en plastique, ça a été une énorme pétition. Vous pouvez influer et vous jouer le jeu de l'incitation en achetant les produits qui sont moins taxés ou en n'achetant pas du tout de bouteilles, par exemple, en allant plus loin, en utilisant une gourde. Et le dernier volet, vous êtes vous-même vecteur de l'information. Vous-même, vous pouvez discuter avec vos parents, avec vos amis autour d'un verre comme ici. Et voilà, c'est vous qui pouvez vous saisir de ces outils, aller plus loin et essayer d'en développer d'autres pour faire évoluer la société vers des modes de vie plus durables. Voilà, je serai à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. Alors, je suppose que vous avez des questions pour nos intervenants, donc on va commencer la partie questions-réponses. Et je peux passer le micro à ceux qui ont déjà des premières questions. Ouais, il faut passer au slide après, il y a Q&A. Tiens, je vous passe les tabourets pour que vous mettiez à gauche et à droite. Bonjour. Je trouve que c'est très bien de recycler le plastique, mais pour moi, si on ne se pose pas la question en amont de comment ne plus produire de plastique, on ne changera jamais nos modes de consommation. Et ensuite, sachant qu'aujourd'hui, en plus, il y a très peu de plastiques qui sont recyclables. La preuve, c'est que quand on veut mettre des plastiques dans une poubelle, les 3/4 s'y mettent pas, comme les emballages de jambon, les trucs comme ça, quoi. Donc ça ne se recycle pas. Et ensuite, les plastiques, en se décomposant même, ils produisent plus de gaz à effet de serre que même à la fabrication. J'ai entendu une émission récemment qu'une scientifique qui a expliqué la problématique par exemple du continent qui est composé que de plastique sur l'océan Atlantique, si je ne me trompe pas. En gros, l'ensemble des plastiques, par leur décomposition, émet plus de gaz à effet de serre que les plastiques qu'on consomme aujourd'hui. Donc c'est très bien d'initier de pousser à recycler le plastique, mais si on ne se pose pas la question de savoir comment
on fait pour ne plus en produire et avoir un autre type de contenant, ça ne changera pas les modes de consommation et on ne fait que repousser le problème, selon moi. Voilà. Effectivement, c'est vrai. En fait, c'est une question d'agenda, ce que vous évoquez. Il faudrait qu'il n'y ait pas de plastique. Mais dans la réalité, le plastique est un très bon matériau qui répond à des questions qu'on lui pose. Par exemple, le bio. Le bio, c'est moins de protection à l'intérieur du produit. Mais si vous voulez que le bio soit consommable, il faut qu'à l'extérieur du produit, il y ait un peu de protection. Donc, ce que vous dites est vrai, mais en fait, aujourd'hui, à 7 minutes, il y a des milliards d'unités d'emballage de plastique qui sont là. Donc, ou bien on attend de résoudre le problème en se disant il y aura une alternative au plastique, ce que je souhaite un jour, j'espère, mais néanmoins, il répond à des fonctionnalités importantes. La portion, par exemple, le gaspillage alimentaire, vous apercevez quand les choses ne sont pas en portion, donc pas emballées, vous avez beaucoup de gaspillage alimentaire. C'est une réalité, il faut aussi affronter certaines réalités. Donc le plastique a des fonctionnalités parfois uniques de protection pour le transport, etc. Et ce n'est pas du lobby ce que je dis, c'est une réalité. Donc quand vous prenez ce sujet-là globalement, en fait, pour répondre à la question, c'est essayer de l'utiliser. Par exemple, en Afrique, vous n'achetez pas de produits avec des emballages de 200 ml, ça n'existe pas. Vous achetez à l'unité un shampoing, à l'unité une cigarette, à l'unité, je ne sais pas, quelque chose. Et donc tout ceci est emballé. Et donc le sujet un des sujets du plastique, c'est de se dire, mais finalement, comment on limite, comment on arrive à ne plus jeter, mais à créer le retour, en attendant qu'on trouve une alternative. Donc je suis d'accord avec votre question, mais en même temps, la réalité fait qu'on a un besoin aujourd'hui de régler ce sujet-là. On ne réglera pas ce sujet-là d'un claquement de doigts, et si on essaye de le faire, ça sera un claquement de doigts, ça ne sera pas un règlement du sujet. On ne peut pas faire l'un sans l'autre, ça je suis d'accord. Oui, mais moi je ne suis pas une ONG, l'État, l'ONU, etc., etc. Moi je fais une partie du chemin. Vous faites de la sensibilisation aussi déjà sur le tri. Et pourquoi pas aussi avoir un pan sur la sensibilisation, sur peut-être essayer de consommer, par exemple, de faire des choix dans la consommation, dans est-ce que c'est vraiment nécessaire d'acheter des bouteilles d'eau ? Bien sûr. Alors, notre troisième récompense sur la plateforme YoYo France Boutique, c'est une gourde Gobi. Je ne sais pas si vous connaissez la gourde Gobi. Elle est super bien. Elle nous coûte d'ailleurs un peu d'argent parce que les récompenses sont gratuites. La première récompense à Vaux-en-Velin, c'est une pince à ramasser les déchets. C'est complètement incroyable ce à quoi on assiste. Donc, je suis d'accord avec vous. On est petit, on essaye de faire le mieux qu'on peut. Et dans la communication qu'on les coach pour pouvoir dire aux gens de trier, bien sûr qu'ils disent que, en fait, l'essentiel... Mais il y a des endroits où, par exemple, dans les quartiers prioritaires de la ville, vous avez une très très forte consommation de soda, très très forte, beaucoup plus, le double d'ailleurs. Et donc, il faut bien trouver des solutions opérationnelles pour ça. Voilà, merci. Merci beaucoup pour votre question. Et la première question qui est le sujet clé, c'est comment on évite à la source de produire ce qui va devenir des déchets, qui a pour beaucoup une durée de vie assez courte. Tout l'enjeu, il est là, il est comment ne pas générer ces déchets-là. Effectivement, il y a une partie des plastiques qui aujourd'hui sont nécessaires. Toute la partie plastique à usage unique, jetable, ça, on voit bien maintenant le mouvement des États, des collectivités et des entreprises qui a pris conscience de ça et qui maintenant s'engage et travaille sur des alternatives. Donc là, vraiment, pour tout ce qui est plastique jetable à usage unique, c'est une aberration totale et on voit le mouvement qui est en train de se faire. Après, il n'y a pas de solution unique. On l'a vu, hein, voilà, c'est une multitude de solutions et c'est vraiment chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Donc des initiatives comme celle-ci, très bien, on pourrait dire ça vient en concurrence des activités Veolia, mais non, justement, on travaille en partenariat. Et effectivement, pour la question de la bouteille d'eau, oui, moi je dirais l'eau potable, l'eau du robinet. L'eau du robinet existe. À Paris, en l'occurrence, on a une très bonne eau du robinet. Maintenant, l'enjeu des volumes plastiques, il est surtout dans les pays en Asie notamment. Et là, ce qui pêche, c'est le mode en fait de production, de consommation, parce qu'il y a un manque
d'assainissement, il y a un manque d'eau potable, il y a un manque de collecte des déchets dans ces pays-là. Donc c'est vraiment dans ces zones qu'il y a un enjeu crucial. Et à Paris, on a des très belles initiatives quand même. La mairie de Paris est vraiment engagée avec son plan économie circulaire, a ouvert des magasins en vrac, à de belles initiatives pour ces alternatives, pour à la source ne pas générer de déchets. Donc vraiment, on a la chance à Paris en tout cas sur ce sujet. Bonsoir à tous, je m'appelle Pierre, je suis de la start-up Circulaire. On est donc le premier réseau international d'entrepreneurs de l'économie circulaire. Et voilà, notre rôle, c'est de mettre en relation des startups et des grands groupes pour mettre en place des projets circulaires ensemble. Et cet été, je suis parti en Méditerranée. On a fait un tour à vélo en partenariat avec Living Circular pour aller trouver des solutions par rapport au problème de la pollution et notamment des déchets plastiques en Méditerranée. Et je voudrais vous partager une expérience. Donc, quand on était en Corse, on y était début août. Et en fait, le 1er août, la Corse est devenue la première région à mettre en place ce qui s'appelle l'extension des consignes de tri. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit ce que ça veut dire. En gros, ça veut dire que tout citoyen va pouvoir mettre tous les emballages, l'ensemble des emballages dans les bacs de tri. Donc, même ceux qui ne sont pas recyclables. Et on a été un peu surpris par cette mesure parce que voilà, il y avait par ailleurs des municipalités comme celle de Calvi qui avaient mis en place un système assez fin de collecte au porte-à-porte des déchets et surtout des déchets recyclables. Et donc, il me semble il nous a semblé que ça allait un petit peu à l'inverse de cette démarche de plus de tri à la source. Donc je me dis par rapport à une initiative comme YoYo, je me demande qu'est-ce que vous en pensez, parce que du coup, est-ce que ça ne déresponsabilise pas un petit peu les individus à qui on est en train de dire finalement vous n'allez pas devoir faire le tri chez vous, vous allez pouvoir mettre tous les déchets, donc même ceux qui ne sont pas recyclables, dans les bacs de tri, et sachant que cette mesure, en fait, cette extension des consignes de tri, donc la Corse a été la première région, mais il est prévu qu'elle soit étendue à l'ensemble de la France d'ici 2022. Voilà, je vous remercie. Il y a 15 millions d'habitants qui peuvent trier tous les déchets plastiques dans les nouvelles consignes de tri, et c'est plutôt une bonne chose. Moi ma réponse, c'est de dire, on va faire... en fait, en France, on a un système unique, on a un bac de recyclage qui est souvent jaune, à 80% jaune. Moi, je m'interroge sur le fait d'accepter la complémentarité. On n'est pas au résultat, on ne va pas se cacher la face. On n'est pas au résultat, et très loin des résultats. Et on sera de moins en moins au résultat parce qu'il va y avoir une pression de la population et des réglementations qui vont faire que ça va enfin se voir. Pour moi, je ferai du « et », c'est-à-dire je fais du bac de recyclage, et il y a des régions qui marchent très très bien. J'arrive de Saint-Brieuc, ils sont à 80% de taux de recyclage. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'est-ce qu'on va leur imposer? Rien. Ils sont vraiment très bien. Il y a quelques zones de camping et près de la mer qui ne sont pas au niveau, mais sinon c'est vraiment parfait. Donc il faut faire du « et », un petit peu comme dans la mobilité. Est-ce que ça vous taraude l'esprit d'avoir un tram qui vient compléter un bus? Vous ne dites pas « Ah ben le tram, il concurrence le bus !» Ou bien un métro ne concurrence pas le tram. Ou bien Uber ne concurrence pas le tram, le métro, le bus, ni Vélib. Il y a 10, 15, 20 systèmes de mobilité différents dans une ville pour que tout le monde y trouve son compte. Pourquoi il n'y aurait pas plusieurs systèmes de collecte, récompensés, pas récompensés? Si les gens font un peu plus, ils sont récompensés. Il y a le bac jaune, il y a d'autres bacs, il y a d'autres initiatives. Et à la fin de tout ça, ce qu'il faut, c'est que la mairie et les collectivités locales soient le hub où ils reconcentrent tous les chiffres pour qu'on se dise, mais finalement, on en est où? Et donc, la question que vous posez, elle se pose en fait derrière le sujet du... En anglais, on appelle ça le data crunching. Comment on mesure l'efficience ou pas? D'ailleurs, comment on mesure qu'est-ce que ça coûte d'avoir tout ça par terre en argent public? Qu'est-ce que ça coûte en impact sur la biodiversité? Qu'est-ce que ça coûte en argent public d'avoir des gens qui ramassent des ordures par terre? Est-ce qu'on le sait combien ça coûte? Non. Donc moi, quand on me dit ta solution, elle va être trop chère. Oui, très bien. Quelles sont les autres solutions et en combien de temps et combien elles coûtent pour mettre en place quelque chose qui marche? Personne ne répond. Donc, à votre question, je réponds, on y va, on essaye, on est ensemble, on fait du « et », on ne critique pas, on essaye d'avancer et à la fin,
On fait des calculs qui donnent des indicateurs, et il n'y a que des indicateurs qui font changer les comportements. Moi, je maigris quand j'ai ma balance qui me dit que je suis trop gros. Si je n'ai pas de balance, je ne maigris pas, parce que je ne sais pas combien je pèse. Donc, à quand la balance de l'efficience sur les territoires de l'économie circulaire? Dès qu'on aura cette réponse, on aura des plans d'action, on aura des start-up, on aura de l'emploi et on aura de l'activité. C'est ça ma réponse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. Oui, tu poses aussi un petit peu la question du problème de la monétisation du geste de tri. On peut se dire, par exemple, dans la feuille de route, il y a l'idée du déploiement de la consigne. La consigne, c'est avoir 10 centimes ou 20 centimes de retour, par exemple, quand on rend une bouteille en verre ou en plastique au supermarché, après l'avoir achetée. Ça peut paraître, c'est-à-dire que le citoyen se voit reprocher en fait de s'habituer à avoir un retour sur investissement juste pour un geste citoyen. On peut se dire que c'est un problème. En même temps, ça permet aussi aux citoyens juste de s'habituer à ce geste. C'est un moyen comme un autre aussi de rentrer dans cette démarche. Donc voilà, il y a toujours des pour et des contre, mais je pense que voilà, Yo-Yo aussi a raison, voilà, d'insuffler le mouvement et puis voilà. Juste les 20 centimes, ils sont donnés par les consommateurs au début. Oui. Si on paye 20 centimes en plus, on reçoit 20 centimes. Oui. On les paye au début. Mais peut-être que du coup, on a aussi l'éco-contribution qui serait modulée. Parce qu'on paye aussi indirectement, on ne sait pas forcément, mais dans beaucoup de produits, on paye une partie qui est l'éco-contribution qui sert à financer la fin de vie du produit. Et c'est écrit sur la facture, mais on n'a pas forcément conscience, donc il faut aussi prendre ça en compte. Je vous remercie toutes et tous pour vos interventions déjà. J'aimerais simplement revenir, peut-être monsieur, sur un écart de langage que vous avez eu en parlant de l'incitation et en parlant du bâton. Parce qu'aujourd'hui, le bâton, c'est quoi en 2018? Le bâton, c'est par exemple 150 niches fiscales, c'est 100 milliards d'euros donnés à, entre autres, les salopards dont monsieur qui est parti évoquait l'existence. Le bâton, il est assez doux, j'ai l'impression, pour ces gens-là. Il y a eu l'exemple qu'a cité Madame Weber juste là, sur la commune de Besançon, dont éventuellement elle pourra reparler pour expliquer finalement l'aberration dans laquelle on est aujourd'hui sur cette taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères. Et éventuellement, je voulais peut-être interroger monsieur aussi, qui n'a pas encore parlé, savoir si justement sur le transport, le volet incitatif n'est pas un volet intéressant. Le transport, vous en parliez, on parlait de mobilité, on parle de réduire la mobilité, mais est-ce que c'est pas aussi... Je vois qu'il y a les biens communs qui sont évoqués, l'utilisation en commun des transports en commun, par exemple, qui portent très bien leur nom, et des financements publics, par exemple, qui pourraient être routés. Aujourd'hui, il suffit de lire le moindre bouquin d'attaque, le moindre tract, et puis on comprend d'un seul coup que effectivement l'argent est là pour la transition écologique. Il existe cet argent, et c'est à mon avis pas un bâton, c'est un levier. C'est pas le sujet n'est pas tant sur le bâton, ça m'a permis de faire cette intervention-là. Voilà. J'aimerais que dans la logique positive dans laquelle vous êtes, on puisse avoir d'autres exemples d'incitation, parce que c'est des sujets qui me paraissent techniques, c'est des sujets qui paraissent pointus, qui ne parlent pas forcément aux gens. Dès qu'on parle de fiscalité, c'est quand même assez rébarbatif comme sujet, et pourtant, c'est un levier, à mon avis, essentiel au niveau local, au niveau départemental, au niveau régional et au niveau étatique pour engager cette transition écologique et ces modes de vie durables. Merci pour votre intervention. Alors je dirais la première chose, même si j'ai parlé de changement systémique tout à l'heure, il ne faut pas que certaines colères sociales nous dédouanent de nos propres responsabilités. Oui, il y a des niches fiscales, elles profitent peut-être à certains et c'est parfaitement injuste. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, notre comportement à nous, qui essayons d'être vertueux, n'est pas suffisamment vertueux. Donc de toute façon, quels que soient les problèmes qui existent par ailleurs, nous devons réfléchir et peut-être mettre en cause une partie de nos propres comportements. Alors après, il ne faut pas se tromper quand on parle de bâton et quand on parle de carotte. Il y a un bâton qui n'est rien d'autre qu'une information.
Quand je vous fais payer une taxe sur vos émissions de CO2, c'est pas pour vous embêter, c'est pour vous dire ton comportement, il est nuisible à la société. La société, elle supporte un coût associé à ce comportement. Je ne vais pas forcément t'empêcher de faire, parce que je suis dans un monde où j'essaye de respecter la liberté de chacun, et en particulier les libertés fondamentales de se déplacer, etc. Mais je vais te dire, voilà, quand tu te déplaces, tu as plusieurs choix. Il y en a qui sont plus nuisibles pour la société que d'autres. Et donc, je vais te demander de, à minima, dédommager la société pour le tort que tu lui causes. Ce n'est pas un bâton. C'est simplement une rectification d'un système qui dysfonctionne, d'un prix qui n'existe pas si je ne le crée pas de manière explicite. Donc le prix, il n'existe pas, mais le coût pour la société, il existe. Donc mettre une fiscalité incitative, c'est tout simplement rappeler que le coût, il existe, et qu'il est donc normal que celui qui le génère le supporte. Ce n'est pas un bâton. Voilà. Alors après, effectivement, quand dans la mobilité, puisque vous m'interrogez là-dessus, il y a différents sujets. Il y a des choses qui sont systémiques, que j'évoquais tout à l'heure, les déplacements subis. Voilà, une personne qui est obligée d'habiter à 40 km de son travail parce que sinon elle ne peut pas se loger décemment, ce n'est pas de sa faute. Et donc ça ne sert à rien que je lui tape dessus, parce qu'en plus il se trouve que cette personne, c'est celle qui n'a pas les moyens de changer de voiture. Alors, effectivement, je vais pouvoir l'accompagner, je vais parfois réussir à lui offrir un service qui va lui permettre de se substituer à sa mobilité individuelle, parfois pas. Alors si je ne peux pas lui offrir un service, je peux peut-être lui offrir des possibilités de covoiturage. Là, je ne peux pas faire du transport massif, mais je peux faire du transport collectif non massif à travers du covoiturage, qui va lui permettre de diviser très rapidement son impact sur l'environnement et aussi ses coûts. Donc elle va vite s'y retrouver. Voilà. Donc c'est important que quand je mets en place des incitations, je le fasse de manière à respecter à la fois les conditions dans lesquelles les gens prennent leurs décisions et que je leur offre des solutions. Si je leur tape dessus sans leur offrir des solutions, c'est pas durable. On est dans la ville de Paris, interdire l'accès au centre-ville dans la ville de Paris, c'est pas durable si je n'accompagne pas ça d'une politique de loyer modéré dans le centre-ville, si j'accompagne pas ça d'une politique de cyclabilité vraiment sécurisée, si j'accompagne pas ça d'une politique de transition vers du véhicule électrique pour tous. Voilà, donc il n'y a jamais de bâton qui marche tout seul. Si à côté je ne mets pas un certain nombre de solutions qui permettent de répondre au bâton. Tout à l'heure, on a évoqué la redevance incitative. Quand les gens, face à une redevance incitative, baissent leur quantité de déchets, comment font-ils ? La première chose qu'ils font, c'est qu'ils apprennent à bien trier. Parce que ce qu'ils payent, c'est les déchets non recyclables. Donc ils améliorent la qualité du tri. Ensuite, ils vont effectivement regarder comment réduire leurs déchets à la source, en achetant en vrac, en gérant différemment les choses, en mettant au compost, etc. Donc ils vont avoir un certain nombre d'actions qui vont leur permettre de satisfaire la volonté commune de réduire la quantité de déchets. Et pour autant, il y a un certain nombre de déchets ultimes qu'ils génèrent et qu'ils ne peuvent pas éviter. Voilà. Mais si je ne les accompagne pas en leur mettant en place des systèmes de tri, en leur mettant en place des systèmes de compostage collectif ou individuel selon le type d'habitat, si je ne les accompagne pas en leur faisant de la pédagogie sur le tri, là, effectivement, ce sera un bâton, et ce sera injuste, et ce sera inefficace. Voilà. Donc le bâton, il n'existe jamais tout seul. En tout cas, quand il existe tout seul, il ne fonctionne pas. Bon, juste très vite. Il y avait un gars qui s'appelait Charles Fitterman, il parlait à une époque du coût social du transport. Bon, on pourrait peut-être parler du coût sociétal du transport, mais c'est une notion qui a un peu disparu. Pas du tout. Enfin, moi j'en entends plus parler. Autre chose, en Belgique, en Allemagne, au Danemark et sans doute dans d'autres pays, il y a des consignes pour les bouteilles en verre, ça marche parfaitement. Pour les bouteilles en plastique en Belgique aussi, et pour les canettes en métal en Allemagne. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. J'ai du mal à imaginer que les Français soient absolument indisciplinés au point de ne pas essayer de faire pareil. Dernière chose, il y a un truc qui s'appelle Trilib,
qui a été implanté à Paris l'an dernier, ou il y a 2 ans. Et dans le quartier où j'habite, il y a un mixte d'immeubles en propriété et d'immeubles Paris Habitat, donc en location HLM. On a eu des gens de la mairie de Paris qui sont venus nous donner le bâton et nous faire des cours en nous disant « vous êtes nuls, vous ne savez pas trier, c'est un scandale, c'est une honte ». Et on s'est rendu compte qu'en fait, tous les immeubles en propriété triaient très bien, mais que les immeubles Paris Habitat n'étaient pas équipés pour le tri. Alors, là aussi, je vais dans votre sens, si on fait que le bâton et pas les 2 côtés de la pièce, ça pose un problème. Merci. Alors oui, sur la consigne, oui, effectivement, ça marche très bien dans d'autres pays comme en Allemagne. Surtout qu'en plus, les gens laissent dans la rue, à côté des poubelles, leurs canettes et leurs bouteilles, et que les personnes sans domicile fixe les ramènent au magasin pour se faire un peu d'argent, ce qui marche très bien. En France, c'est un projet d'expérimentation. Pour l'instant, c'est seulement une expérimentation. Mais les sous qui seront récupérés de cette consigne seront versés à un fonds solidaire pour approvisionner des projets environnementaux. C'était quoi le reste de la question? Je me suis un peu perdue. Il n'y avait pas de question ici. Paris Habitat, oui. Alors oui, il faut donc le bâton, et de l'autre côté, on a aussi des mesures. Là, on a une mesure de déploiement de mise à disposition de bacs de compost, par exemple, de tri séparé des biodéchets. Donc c'est des mesures qui vont aussi se mettre en place en même temps que des mesures incitatives et réglementaires un peu plus contraignantes. Moi, je voudrais juste vous dire un mot, c'est que samedi, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais il y a le World Cleanup Day. C'est organisé par une ONG, c'est une opération mondiale, 150 pays qui s'engagent, des millions de personnes à travers le monde, et on est tous invités à contribuer, à mettre la main à la pâte avec ses voisins, avec sa famille, ce samedi, pour aller collecter les déchets. On choisit son spot, il y a des teams qui sont déjà organisés, on peut en rejoindre certaines qui sont prévues, pour aller collecter sur des endroits sensibles. Ça peut être dans les rues, le bord des plages, des rivières, de la Seine, un peu partout. Donc voilà, c'est un bon exemple d'engagement citoyen et également dans la joie et la bonne humeur. Non, merci. On va être obligé de conclure pour libérer le restaurant, vous voyez, parce que les cuisines vont devoir réouvrir et on va devoir libérer la salle. Donc je vais peut-être dire 2 mots sur les messages clés, en tout cas ce que j'en ai noté rapidement. Sur les mots clés, vous en avez noté certains avec vos post-it, donc merci pour l'inspiration. Mais moi j'ai noté sobriété heureuse, j'ai noté décroissance, ça peut être positif, partage bien sûr, respect, recyclage. Dans les enjeux, l'essentiel c'est vraiment d'interconnecter l'ensemble des acteurs du territoire, que chaque maillon de la chaîne est important, est essentiel, et qu'un des enjeux évidemment clés c'est déployer à large échelle. On a vu que c'était compliqué. On a vu que 2070 zéro émission, que la route allait être longue, qu'elle est très ambitieuse. Qu'il faut de l'innovation. Donc merci à YoYo parce que effectivement, il va falloir déployer ces solutions à large échelle et on voit que c'est complexe, mais il va falloir pousser cette nouvelle économie à travers cette innovation. J'ai noté aussi la large mobilisation, enfin les leviers politiques, donc les politiques publiques au niveau international, les ODD nationales, les feuilles de route, mais locaux bien sûr, la réglementation qui va impulser tout ça, les incitations, l'éducation. On est là vraiment pour sensibiliser le maximum d'acteurs dans la production, dans la consommation. On est tous responsables. J'ai noté évidemment que le meilleur déchet, c'était celui qui n'était pas produit, qui avait un véritable enjeu de réduction. On n'est évidemment pas que dans le recyclage, c'est vraiment évident qu'il fallait développer ce nouveau modèle économique. Et quelques petites phrases clés que j'ai notées. Être dans l'action, je crois que ça c'était Eric. Consommer, c'est gouverner, donc vous êtes tous aux commandes. Et que ce n'est pas l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre. Je pense que c'est vraiment ça qui compte. Donc pour poursuivre ce débat, on vous donne rendez-vous le 27, vous avez ça sur le petit flyer, le 27 novembre prochain pour parler de ressources mieux gérées, l'enjeu vraiment déterminant de cette économie circulaire. Et là, on aura la chance d'avoir Dominique Bourg avec vous. Évidemment, un très, très grand merci à nos 4 intervenants.
qui ont partagé toute leur passion avec nous ce soir. Un grand merci à Anne-Sophie de Climates pour l'animation, à CERT qui nous a très très joliment ouvert cette conférence. Je vous signale le site Living Circular qui regroupe l'ensemble des contenus que Veolia propose mais c'est un site communautaire, on n'est pas du tout sur un site promotionnel pour sensibiliser le public à l'économie circulaire, et on a une des journalistes d'économie de Living Circular dans la salle avec nous. Vous dire aussi qu'il y a une captation complète de cette conférence qui a été faite, merci Simon, une vidéo de synthèse, et que tout ça sera posté sur le site Living Circular et sur le site de la Fondation Veolia. Un grand merci à tous et à très bientôt, j'espère. Au revoir.